Merci beaucoup François. Bonjour. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous présenter un travail qui est en fait encore largement en cours, puisque effectivement si Vienne a déjà été publié, aujourd'hui je vais également vous parler de Naples et de Madrid, qui seront les prochains sujets de publication. Et donc, je me suis penché sur une sorte de comparatif qui nous permettrait en fait d'établir une sorte de typologie des capitales occupées. D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas non plus pionnier totalement dans ce domaine de recherche, puisqu'il s'agit quand même de citer, il avait été publié d'ailleurs notamment grâce à la Fondation Napoléon, Robert Ouvrard, qui avait publié une très belle étude sur l'occupation de Vienne en 1809, et que celle-ci m'avait déjà donné des idées d'une certaine façon pour la suite de mes recherches. Et je me suis posé effectivement quelques questions, notamment concernant le rapport entre la population et les membres de l'armée impériale. Quelle est la part des violences? Sur quel terrain y a-t-il consensus? Quelles sont les conséquences économiques et politiques? Quelles sont enfin les traces dans les esprits? Parce qu'en fait, cette notion d'occupation d'une capitale, donc d'un territoire étranger, agit souvent comme un révélateur, dans le sens où on a grâce à un petit moment d'histoire, on a souvent une concentration d'événements passés qui refait surface, notamment aussi les tensions sociales qui reviennent brutalement sur le devant de la scène. Et bien sûr, se pose la question de comment peut-on remédier, comment peut-on amener de la normalité dans un cadre aussi exceptionnel qui est celui d'une ville occupée par une puissance étrangère. De ce fait, il n'existe pas, et c'est une constante en histoire, de modèle unique d'occupation, d'où notre essai ici de dresser une typologie provisoire et incomplète de plusieurs événements survenus entre 1805 et 1808. De l'occupation classique de Vienne en 1805, je passerai par celle par défaut de Naples en 1806, et enfin nous allons terminer avec l'occupation entre deux coups d'État qui se déroule à Madrid en 1808, qui d'ailleurs n'apparaît pas dans un premier temps comme une occupation, mais comme l'arrivée d'un corps expéditionnaire destiné à partir pour le Portugal, rappelons-le. Donc, mais pour commencer, effectivement, il est d'abord question de l'occupation classique militaire de Vienne. Donc, je n'entrerai pas non plus dans beaucoup de détails, puisque j'ai eu l'occasion de faire une conférence ici même il y a quelque temps, que cette conférence est en ligne. Je pourrais donc vous renvoyer également sur le lien, mais on va quand même insister sur quelques éléments sur cet événement qui se déroule entre novembre 1805 et janvier 1806, soit un peu plus de 2 mois, au cours desquels la population viennoise passe de la stupeur à la résignation, non sans quelques mouvements de colère qui se dirigent en grande majorité, bien entendu, contre les Français. À bien des égards, cette occupation peut néanmoins sembler des plus pacifiques, car elle s'accompagne d'une relative maîtrise des canaux d'approvisionnement, d'un exercice ferme de la police et, il convient de le souligner, d'une certaine autodiscipline de la part de la plupart des classes sociales, alors qu'une grande partie des élites et de l'administration a préféré quitter la ville avant l'arrivée des Français. Ce doit être souligné dans le cas de Vienne, qui subit ici une première occupation de son histoire, si on accepte un court épisode au XVe siècle. De ce fait, Napoléon lui-même agit avec une certaine prudence, puisqu'il ne s'agit pas de remplacer le gouvernement autrichien par un autre qui serait à sa dévotion. Et de ce fait, il respecte la commission de régence instituée par l'empereur François II avant son départ, même s'il critique le choix du comte Wrébna pour exercer les fonctions de commissaire impérial, qu'il estime finalement n'être pas assez gradé d'une certaine façon, ce n'est qu'un comte. Il se contente de lui adjoindre les services d'un trio expérimenté formé de 2 généraux, Clark et Hulin, et d'un haut fonctionnaire, Pierre Daru, intendant de la Grande Armée. De ce fait, l'occupation se déroule surtout alors que la campagne n'est pas encore achevée, ce qui complique nettement les choses tant du point de vue de l'administration que du maintien de l'ordre, notamment parce que l'opinion est sensible aux rumeurs donnant les Français en difficulté sur le front de Bohême, rendant chaque jour plus insistante l'hypothèse d'une défaite générale. Et sur ce sujet, les autorités qui restent à Vienne, c'est-à-dire en majorité les éléments de la police locale,
quelques fonctionnaires des impôts, les membres du conseil de régence, ainsi que ceux des États de Basse-Autriche, souvent ce sont les mêmes personnages en fait, sont partagés sur la nécessité de lutter contre les rumeurs et la désinformation. Pour une bonne raison, les informations sont la plupart du temps impossibles à vérifier en raison de l'état de guerre. Les Français se décident à agir après un événement assez grave survenu quelques jours seulement après leur entrée dans la ville. En effet, après leur entrée, donc, qui a eu lieu le 13 novembre, il s'est répandu le bruit selon lequel Napoléon avait été vaincu du côté de Hollabrunn et de Stockerau le 16 novembre. On prétend que le prince Murat a été tué, que les Russes auraient engagé une contre-offensive majeure qui les ramènerait à Vienne d'ici quelques jours. Les esprits s'échauffent, des attroupements ont lieu un peu partout, au cours desquels des soldats français, privés de consignes sur la conduite à tenir, sont désarmés pacifiquement par la foule. Cet événement fait grand bruit jusqu'à Brünn, où Napoléon est arrivé le 20 novembre. Et furieux d'apprendre que ses soldats se sont si mal défendus face à un attroupement, il ordonne une enquête et de faire passer par les armes tous ceux qui ont eu la fâcheuse tendance de porter la main sur des militaires dans une ville ouverte. L'enquête remonte jusqu'à un concierge du nom de Joseph Beiner, chez qui un des fusils dérobés avait été retrouvé. Le malheureux est immédiatement arrêté et son sort semble déjà réglé lorsque le commissaire de cour Wrebna en appelle à un complément d'information. Beiner ne prétendait pas avoir agi autrement que pour mettre l'arme en sécurité. Il n'a pas participé à l'attroupement, enfin c'est ce qu'on dit, et c'est une tierce personne qui lui aurait donné le fusil. Beiner a des états de service qui plaident pour lui, c'est un brave concierge qui n'a jamais fait parler de lui, qui passe pour quelqu'un de très raisonnable dans son quartier. Et fort heureusement, la bataille d'Austerlitz arrive, elle change l'humeur de Napoléon qui accorde sa grâce. De ce fait, il n'y aura pas de représailles violentes de la part des autorités françaises à l'égard des Viennois. On a en revanche le cas d'un caporal français qui aura été fusillé pour délit de brigandage, le caporal Fouillerat. Et on peut voir en effet qu'il y a une certaine variabilité dans les crimes, délits et incidents que l'on a pu recenser. Alors là, par exemple, si je m'arrête seulement entre le 20 novembre et le 3 décembre, la police viennoise recense un peu moins de 30 incidents impliquant des soldats français dans différents quartiers de la ville. Il est possible de les partager en 3 tiers exacts, un tiers de vol, petit délit, escroquerie aux dépens de l'habitant, un tiers de violence physique et un tiers d'affaires de mœurs. Le bois est la cause de troubles. Les soldats vendent la ration qui leur est allouée et vont se servir ailleurs pour se chauffer, c'est-à-dire directement, souvent dans les forêts attenantes, voire même en coupant les arbres qui poussent le long des allées. Et dans le reste des affaires, les coupables sont rarement plus de 3 ou 4, ce qui permet d'établir environ une centaine d'individus sur l'ensemble d'une garnison qui s'élevait à un peu plus de 6500 hommes valides. Néanmoins, chaque affaire de vol ou violence fait monter la tension dans la population, de plus en plus réactive aux provocations. Et on enregistre, par exemple, dès le 27 novembre, une première bagarre entre un ouvrier et un soldat. L'ouvrier s'est opposé à ce que le soldat sorte sans avoir payé sa note de l'auberge. Et de l'autre côté, les Autrichiens remarquent quand même que les officiers français sont pour beaucoup très sourcilleux sur ce qu'ils peuvent entendre. Le comte Zinzendorf écrit dans son journal que les officiers ne souffrent aucun manque de respect envers leur empereur. C'est dans les quartiers des faubourgs que l'on recense le plus d'incidents impliquant des soldats français. Léopoldstadt en concentre pratiquement un tiers, suivi du quartier de Saint-Ulrich et de celui de Mariahilf. Le centre épargné, à l'exception de Wimmerviertel. Alors évidemment, c'est beaucoup de tapages nocturnes, de bagarres dans les auberges. Et puis, évidemment, des problèmes de mœurs. François y reviendra. Je cite quand même quelques cas amusants, puisque, en fait, Vienne, qui passait pour une ville extrêmement rigoureuse, rigoriste, voit se développer un phénomène qu'elle connaissait assez mal, finalement, qui est la prostitution à grande échelle. Et un brusque afflux de militaires échauffés par des semaines de combat
et évidemment un marché à prendre. Donc Macrel et Souteneur figurent parmi les rares à ne pas craindre les dangers d'une occupation étrangère. Et l'un d'eux, du nom de Schauber, a tout fait de proposer ses services aux soldats de passage, mais il joue de malchance. Ses clients exigent que les filles soient amenées au domicile qu'ils occupent, sous le nez du propriétaire, lequel appelle évidemment la garde bourgeoise. Le 26 novembre, une descente de police permet de fermer un bordel clandestin installé dans une maison. Et on a même le cas de la femme d'un médecin qui avait organisé son propre claque dans l'arrière-boutique, d'une certaine façon. Il n'y a pas de petit profit. Voilà, ça s'appelle faire preuve d'opportunité. Dans le même temps, évidemment, les Viennois ne sont pas en reste. On recense 18 affaires de vol, 8 affaires de violence, dont 6 affaires de mœurs, 6 liées à des trafics organisés par des membres de corporations marchandes, boulangers, etc. Alors évidemment, c'est l'information, voilà le petit, voilà comment on peut se répartissent d'une certaine façon les principaux éléments arrondissement par arrondissement, avec une typologie finalement des crimes et délits, enfin plutôt des petits délits en réalité qui sont enregistrés. Et donc c'est surtout l'information qui va être l'objet d'un certain nombre d'actions motivées de la part des Français qui se rendent très vite compte qu'ils ont affaire notamment à une entreprise de désinformation très importante qui est celle de l'armée russe, qui fait croire effectivement à de nombreuses victoires de sa part et a réussi à faire remonter des éléments de ce type à Vienne. Et Napoléon d'ailleurs demande à ce que l'on publie régulièrement qu'on fasse traduire et publier les bulletins de la Grande Armée pour que la population soit informée. La population viennoise est elle-même parfois peu dupe de ce qu'on lui raconte. Par exemple, après la bataille d'Austerlitz, un grand nombre de blessés sont évacués vers Vienne. Napoléon a prétendu qu'il y avait entre 500 et 1000 blessés à peu près, et comme le résume très bien un Viennois à qui on vient de saisir tous ses lits pour les emmener à l'hôpital, ce sont nos 10 000 lits pour vos 500 blessés. Voilà. Alors, une autre occupation qui suit immédiatement Vienne, qui est même la conséquence, je dirais, de la campagne d'Autriche, c'est la campagne de Naples, qui, elle, du coup, devient une occupation par défaut, dans le sens où Napoléon n'avait pas nécessairement prévu d'occuper Naples dès cette époque-là, comptant... Il l'espérait sur une relative neutralité du roi Ferdinand, ce qui n'a pas été le cas, ce dernier ayant accueilli un contingent anglo-russe dès le mois de septembre-octobre 1805. Et donc il s'agit cette fois-ci d'aller punir un souverain, d'aller le détrôner. Donc l'occupation n'est pas censée devenir une occupation dans la durée. Elle va l'être en réalité, parce que dans l'esprit de Napoléon, il s'agit en réalité de changer le gouvernement et ensuite après de faire en sorte que justement le nouveau souverain qui va arriver sur place puisse compter sur les forces locales et gouverner dans l'esprit évidemment du système continental qu'il défend. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer, parce que les Napolitains, en réalité, ont face à eux, finalement, une histoire très longue d'occupation étrangère. Le royaume n'a jamais été indépendant dans les faits. Et la seule chose qu'ils craignent, finalement, c'est les débordements et surtout une guerre civile qui ressusciterait, en fait, les mauvais souvenirs de celle de 1799. Lorsque on apprend surtout que c'est le maréchal Masséna qui arrive avec son armée, l'avocat Carlo De Nicola, qui tient son journal, qui est extrêmement intéressant pour documenter cette période, écrit que Dieu nous aide et ait pitié de nous. Masséna, de son côté, cependant, avait déjà pris les devants pour calmer le jeu, et il avait notamment fait publier et envoyer à Naples une proclamation qu'il avait rendue à ses propres soldats, dans lesquels il engageait les hommes à traiter les habitants du royaume non comme des ennemis, mais comme un peuple à libérer. Seule Marie-Caroline et ses courtisans, donc la femme de Ferdinand, étaient visés par cette expédition destinée à délivrer tous ceux qui souffrent sous ce gouvernement indigne. Alors néanmoins, la ville
vit des scènes de grande tension, surtout que dès que le gouvernement napolitain a évacué, laissant là aussi en place un conseil provisoire, eh bien, on a une grande mutinerie qui se produit dans la principale prison de Naples, et un grand nombre de forçats s'évadent, avec bien sûr dans l'intention d'aller piller les environs. Et donc, d'une certaine façon, les Napolitains sont plutôt soulagés à l'idée que les Français arrivent pour venir remettre de l'ordre, et parce que la milice urbaine et les bataillons albanais que Ferdinand a laissés sur place ne suffiront certainement pas pour maintenir l'ordre. Et là encore, l'aristocratie libérale et la grande bourgeoisie d'affaires ont fait bloc pour empêcher tout commencement d'émeute, sachant qu'il faut tenir 2 jours avant que l'avant-garde française n'arrive. Et pour faire bonne mesure, et pour calmer les esprits aussi, on annonce que les troupes ne seront pas logées chez l'habitant, ce qui contribue quand même grandement à aider un peu à faire passer la pilule, mais qu'on va réquisitionner des couvents, des monastères, mais aussi le palais de l'ancien favori du roi Ferdinand, le palais de John Acton et celui du marquis d'El Vasto. 14 février 1806, les soldats français entrent, et le 15 février, donc dès le lendemain, Joseph fait son entrée en ville au son des salves de l'artillerie, en grand uniforme, saluant la foule des curieux, avec bien sûr le maréchal Masséna qui est à côté de lui. On se rend compte d'ailleurs qu'on a oublié d'enlever la bannière des Bourbons qui flotte encore sur la plupart des forts du port, donc on va vite se dépêcher de le faire pour faire bonne mesure. Et puis surtout... Joseph fait immédiatement célébrer une grande messe par l'archevêque de la ville, Luigi Ruffo-Cilla, et offre un collier orné de brillants à Saint-Janvier pour se concilier les bonnes grâces de la population. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, que vous restiez ou partiez, nous savons combien vous êtes. D'ici le mois prochain, il n'y aura plus aucun Français. Des pamphlets extrêmement violents parcourent la ville en promettant la mort à tous ceux qui vont servir l'occupant. Parce qu'il y a effectivement un grand hiatus entre la légitimité qui reste celle du gouvernement de Ferdinand et ce gouvernement provisoire que Joseph tente de mettre en place sans y parvenir dans un premier temps. Il faut convaincre les grands aristocrates de rejoindre sa cause. On a le cas du prince de Bisignano, par exemple, qui fond en larmes en apprenant qu'il est nommé ministre de la Maison du Roi. Ce n'est pas des larmes de joie, parce que la plupart de ses propriétés sont en Calabre. Et il sait ce qu'il risque en acceptant le portefeuille. Et finalement, Joseph n'a pas d'autre choix que de faire entrer des Français à l'intérieur du gouvernement, des gens qu'il connaît bien, par exemple Paul Félix Ferry-Pisani, qui devient secrétaire d'État, le général Mathieu Dumas, qui prend le ministère de la Guerre, et surtout Christophe Salicetti, qui va devenir ministre de la Police et qui va mettre en place une véritable politique, on va dire, de terreur salutaire. C'est le mot qui est utilisé, sur le modèle finalement de la terreur de 93-94, qui consiste à emprisonner en masse tout ce qui est suspect. Et donc là, on voit la différence qu'il y a par rapport à Vienne, c'est qu'on va beaucoup plus fusiller à Naples dans les mois qui suivent, au nom notamment de l'ordre et surtout de la loi militaire. Cette fois-ci, c'est la loi martiale qui s'applique. On va fusiller, bien sûr, des partisans des Bourbons. On va surtout aussi beaucoup emprisonner et laisser en prison des personnes afin de leur faire peur d'une certaine façon, mais on recense quand même en quelques semaines une quinzaine d'exécutions par fusillade entre le 15 mars et le 27 avril. Alors on a un peu de tout, hein. Les agresseurs de 2 officiers français qu'on avait piégés pendant une excursion sur les pentes du Vésuve, un aubergiste du faubourg de Cardito, compromis dans une rixe au cours de laquelle un soldat français a été tué, des gens pris surtout les armes à la main ou porteurs d'un simple poignard. Donc, néanmoins, il y a aussi des éléments qui nous permettent de documenter cette occupation, parce que le problème de Naples, contrairement à Vienne, c'est qu'on a moins d'archives. Beaucoup, notamment les archives de police, ont été détruites régulièrement par les gouvernements successifs.
Moi, je me suis notamment fondé sur l'indice des prix pour montrer aussi l'impact que l'occupation avait eu sur la vie courante. Et effectivement, les denrées, ici vous avez les denrées de base qui sont utilisées par les Napolitains, ont littéralement flambé à partir du printemps 1806, contribuant à un certain mécontentement de la population. Un dernier détail, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on voit Joseph se préoccuper du sort des soldats. Il a écrit à Napoléon une lettre en lui disant quand même que ce serait bon qu'on se préoccupe un jour du quotidien de nos soldats, sachant que voilà, lui avait été sensible, de même qu'il se montre sensible vis-à-vis du peuple napolitain. Dans le même temps, il interdit aux Napolitains de porter la cocarde tricolore française pour pouvoir bien montrer la différence entre les Français et la population locale. Ce qui montre quand même la volonté d'instaurer un ordre, une occupation sur la durée qui ne dit pas son nom. Alors là, une autre occupation qui ne dit réellement pas son nom et qui va dégénérer totalement, c'est-à-dire en fait c'est la grande crainte de tous les généraux qui ont été à Vienne, à Naples, à Berlin et ailleurs, eh bien évidemment c'est terminé comme ça. Donc on va terminer effectivement avec ce qui devait se passer, ce qui devait se produire un jour, c'est-à-dire une flambée brutale et violente dirigée contre l'armée d'occupation. Et comme vous le savez, on a évidemment le tableau incroyable de Goya qui représente le massacre de 2 Mamelouks. Il se trouve aussi que ces Mamelouks-là en question se sont très mal tenus à Madrid dans les jours qui ont précédé le Dos de Mayo. À tel point que je me demande si Goya n'était pas au courant de l'histoire, notamment du viol d'un enfant réalisé par un Mamelouk 2 ou 3 jours avant l'émeute, après avoir agressé la mère de l'enfant, dans un quartier extrêmement central de Madrid, au vu et au su de tout le monde. Donc il avait été bien sûr, il avait manqué de se faire lyncher par la foule, mais ça en dit long effectivement sur les rapports de haine immenses qui existent à l'égard des Français, mais aussi à l'égard des Espagnols. Ils sont officiellement, encore jusqu'à ce moment-là, c'est des alliés. L'Espagne est alliée à la France. Cette armée, commandée par Murat, est censée amener la paix en Espagne et la protéger contre l'Angleterre. On va voir après le Dos de Mayo que les autorités espagnoles, dans un premier temps, vont tout faire pour minimiser les faits, le nombre de morts. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, après, il va y avoir une autre explication historique qui va être donnée après l'évacuation de la ville par les Français, surtout parce qu'en fait, il s'agit réellement d'une action populaire. Et non pas, comme on a pu le prétendre ou lire à droite à gauche, un complot monté par les Anglais. C'est-à-dire que l'armée espagnole est restée l'arme au pied. Elle n'est pas intervenue aux côtés des émeutiers, qui ont été extrêmement déçus d'ailleurs de ne pas voir qu'ils n'étaient pas soutenus. Mais dans les jours qui suivent, on a d'autres rapports qui montrent que la population est prête à reprendre les armes si l'armée se joint à eux. Et c'est ce qui va se passer effectivement à partir de Bailén, à partir du mois de juillet 1808, et le début véritablement des ennuis pour l'armée française. Voilà, donc très petite typologie, mais cela vous ouvre des perspectives, je pense.